Voilà, vous êtes tous revenus, ou presque. Il y en a encore quelques-uns qui se sont perdus dans les couloirs. Pour ce début d'après-midi, je vais vous proposer, enfin nous allons vous proposer, de faire un pas de côté. Alors, ce pas de côté, ce n'est pas pour éviter les problèmes, c'est pas pour mettre de côté et éviter les difficultés du secteur dont on a pu parler ou tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, mais peut-être pour mieux voir l'essentiel. Donc ce pas de côté, on va le faire en prenant un court moment ensemble pour aller au cinéma. Ça tombe bien, vous êtes dans une salle qui a des sièges comme ceux du cinéma, donc profitez-en. Et puis après, je demanderai à Klaus Drexel, qui est au premier rang, et qui est le réalisateur du film dont vous allez voir quelques extraits, de venir me rejoindre pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Ne fermez pas les yeux, on va lancer l'extrait, s'il vous plaît, et profitez-en bien. Moi, j'avais une maison à l'Immaculée, auprès du Leclerc, enfin à 10 minutes du Leclerc, 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend comment tu marches. Et je viens d'apprendre, la semaine dernière, qu'elle était vendue. Et le mec, il achète la maison et tout ce qu'il y a dedans. De toute manière, moi je voulais aller avec ma fille des fois chercher. J'ai été chercher quelques bricoles, des trucs, le puits, le phare, des trucs que j'ai fait moi-même pour avoir un souvenir. Je vais quand même pas emmener les meubles. Mais je vais pas aller. Je vais plus. Et j'ai dit à ma fille, j'irai plus. Ah bah de toute manière, j'irai plus parce qu'elle est vendue. Parce que ça me fout des angoisses. Ça me fout des angoisses parce que quand je vois les photos de ma femme et tout ça, j'ai dit à ma fille, à Isabelle, elle s'appelle Isabelle, je lui ai dit c'est terminé, j'irai plus chez moi. T'as raison, Camille. Il faut tourner la page, comme lui. Ben, je tourne la page. Des fois, je rêve que je fais à manger des moules frites à Pornichet avec ma femme. Pas mal. On allait souvent. Excusez-nous, il y a un bug, on est en train de voir ça en régie, ça s'est bloqué, on regarde ça. C'est un des premiers extraits du film de Klaus Drexel. Mais si d'ici quelques secondes, le film ne peut pas redémarrer parce que, effectivement... En fait, il nous faudrait la clé avec le film, je crois, parce que nous sur l'ordinateur, c'est bloqué. Je vais descendre.
La clé est là-haut, elle est chez vous. C'est qu'on n'est pas habitué en fait à passer des vrais films dans cette salle. On passe des films qui ne sont pas comme au cinéma, donc voilà, c'est difficile, mais peut-être Klaus... On va réessayer. On va réessayer, puis sinon... Mais décidément, hein, c'est vrai que... Il y a eu un essai qui a été fait sans encombre. Donc voilà, c'est voilà. La salle est intimidée par ta présence. La régie a bon espoir, donc je me tiens sur le bord de... Moi, j'avais une maison à l'Immaculée, auprès du Leclerc, enfin à 10 minutes du Leclerc, 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend comment tu marches. Et je viens d'apprendre, la semaine dernière, qu'elle était vendue. Et le mec, il achète la maison et tout ce qu'il y a dedans. De toute manière, moi je voulais aller avec ma fille des fois chercher. J'ai été chercher quelques bricoles, des trucs, le puits, le phare, des trucs que j'ai fait moi-même pour avoir un souvenir. Mais je vais quand même pas emmener les meubles. Mais je vais pas aller. Je vais plus. Et j'ai dit à ma fille, j'irai plus. Ah bah de toute manière, j'irai plus parce qu'elle est vendue. Parce que ça me fout des angoisses. Ça me fout des angoisses parce que quand je vois les photos de ma femme et tout ça, j'ai dit à ma fille, à Isabelle, elle s'appelle Isabelle, j'ai dit c'est terminé, j'irai plus chez moi. T'as raison, tu me dis. Il faut tourner la page, comme dit. Là, je tourne la page. Des fois, je rêve que je fais à manger des moules frites à Pornichet avec ma femme. Pas mal. On allait souvent. Puis je me réveille. Je dis, mais bien, oh, c'est vrai. Il n'y a personne. C'est dur. Le rêve était super, c'est le réveil, c'est pas super. Ben, je vais m'entraîner maintenant, hein. Tous les jours je vais venir. Merci. Vous voyez. Où on est bien ici, vous savez. Les gens se plaignent, ouais, les EHPAD, gna gna gna, ouais, ouais, oh. Bon. Parce que moi, je dis une chose, hein. Vous avez tous ces gens qui travaillent ici. Ils ont leurs problèmes.
les jeunes femmes que vous voyez ici, Rosa, les jeunes soignantes, ou les femmes de ménage, ou ceux qui font la popote. Quand ils ont quitté ici, où ils sont avec des vieux toute la journée, qui sont plus ou moins grognons, bon, j'ai la chance d'avoir ma tête, moi, mais il y en a qui ne sont pas comme ça, ben, ils rentrent chez eux. Et alors, ben, chez eux, il y a le mari, il y a les gamins, il y a les problèmes, en ce moment, que tout augmente. Alors moi, je les admire, ces gens-là qui font ce métier-là, voyez-vous, qui prennent soin des vieux, parce que moi, toutes ces gamines que j'ai là, c'est mes petites filles, je dis, voyez-vous. Et il y en a une particulièrement qui est à l'animation, là, on l'appelle Lou. Quand je l'ai vue, quand je suis arrivé au mois de mai, ça a été un élan d'affection réciproque. Et je suis son papy maintenant, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut... On a reçu tous, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, une dose d'amour. Il y en a qui... L'affection, tout ça. Mais on a besoin de ça, vous voyez. Les câlins, par exemple. On a besoin des câlins. Et puis, il faut être prête à partir, quand savoir déléguer, et puis dire, bon, ben, la roue tourne, c'est normal, et puis partir avec joie, parce que la relève, elle est là. On sera autrement avec les autres. L'amour ne meurt pas, je crois pas. C'est quelque chose d'immatériel, mais de très, très vivant. Et on bénéficie en 2023 de tous les siècles de vie qu'il y a eu avant nous, l'évolution. Ben, on fait partie de la chaîne et ça continue. Il n'y a pas de rupture pour moi. Et j'ai fait une embolie quand en octobre, je suis en sursis. Ben, ça m'a fait réfléchir. Tu es en sursis, tu aurais pu partir. Bon, je dis merci, mais j'étais prête à partir, mais je me prépare à la rencontre. Sans peur, sans... Voilà. Chacun sa vie. Et puis on n'est pas tout seul ici, c'est ça qui est bien. La pire souffrance des personnes âgées, c'est l'isolement. C'est pas la solitude, c'est l'isolement. Il faut éviter ça dans les maisons de retraite. Vieillesse heureuse. Il ne faut pas séparer les deux. C'est fini. Merci. On se... Voilà. Oui, très bien. Alors, voilà. Donc, comme je vous le disais, pour cette deuxième partie de la journée, on voulait démarrer par quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez eu tous une matinée dense, très intéressante. Là, on a juste fait un petit pas de côté, mais on reste bien dans le sujet. On reste extrêmement bien dans le sujet. Et il y a d'ailleurs plusieurs sujets qui ont été abordés dans le film, qui sont abordés soit ce matin, soit cet après-midi. Et donc, on voulait donner la parole à Klaus, qui a réalisé ce film. Moi, je dois dire, je suis toujours très émue. Hein. J'ai vu ce film 2 fois déjà et je suis extrêmement émue quand je vois ce film. Donc, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là. Et ce qu'on voulait demander déjà à Klaus, c'est quoi le fil conducteur de cette œuvre ? Entre un film sur les migrants, un film sur les putes, comme tu dis, enfin, et un film sur les vieux, mais aussi des fictions, c'est-à-dire non pas des documentaires, mais des films comme on les voit dans les salles de cinéma. Quel est le fil conducteur et pourquoi en être arrivé aux vieux ? Pourquoi avoir voulu faire les vieux ?
Déjà, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir, Camille. En fait, je suis ravi de revenir dans cette salle parce que le film est sorti au cinéma le 24 avril cette année et on a fait une projection le soir de la sortie dans cette salle au ministère. Donc, ça me fait plaisir de revenir. Oui, en fait, c'est vrai que moi, je fais à la fois des fictions et des documentaires. Donc, j'avais fait un film avec André Dussolier qui était un peu, et Miu Miu qui était un peu un thriller, donc c'est un peu différent. Mais sinon, depuis mon premier documentaire qui s'appelle Au bord du monde, où j'ai suivi les sans-abri de Paris pendant un an, puis un film sur les personnes prostituées, que j'appelle les putes parce qu'elle utilisait ce terme aussi, donc au Bois de Boulogne. Puis voilà, en fait, pour tous ces films, je me suis dit, moi je ne sais jamais pourquoi je fais un film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une envie qui me prend comme ça. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire un film sur ce sujet-là, sans rien y connaître. C'est-à-dire que je ne suis jamais un spécialiste, je suis toujours un peu à l'inverse du journaliste. C'est-à-dire que je pars comme ça. Mais rétrospectivement, je me dis, mais en fait, en voyant les films que j'ai faits dans le passé, je me dis, oui, un peu le fil conducteur, c'est peut-être, j'aime bien donner la parole aux personnes dont on n'entend pas la parole, justement, de rencontrer des personnes qu'on n'entend pas. Et de prime abord, on se dit, tiens, les personnes âgées, on les entend, plus que les sans-abri ou les personnes prostituées, etc. Mais en y réfléchissant bien, je me dis, mais non, mais en fait, on parle sans arrêt des vieux dans le débat public, souvent comme un problème, mais leurs paroles elles-mêmes, à part en famille comme ça, mais publiquement, on n'entend jamais cette parole. Donc je pense que le film, il est bien dans cette lignée où, justement, mes documentaires, c'est toujours des films sans analyse, sans commentaire. C'est-à-dire que j'essaie de poser le moins de questions possible, d'aller voir les personnes et puis de faire en sorte qu'elles me parlent, d'être une espèce de mailloticien de la parole, en fait, voilà, et donc pour moi, c'était très beau. Voilà, l'idée de ce film, c'est vraiment de parcourir la France et puis de faire à la fois un portrait de ce qu'était la France ce dernier siècle, en gros, parce qu'on a des personnes qui dépassent les 100 ans dans le film. Et puis, voilà, surtout d'écouter des personnes et de découvrir des gens. Des individus. Hein. Ce que tu m'as dit, c'est... En fait, j'ai été filmer des vieux, mais... Ce sont avant tout des individus. Oui, parce que tu voulais qu'on parle un peu du titre du film aussi. Parce que, en fait, le titre du film, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens, il y a une partie que j'aime bien, une partie que j'aime moins bien dans ce titre. Mais en fait, la particularité, en fait, ce que j'aime bien dans le titre, c'est que moi, je trouve que c'est un beau. Si je faisais un film sur des jeunes et on appelait ça les jeunes, tout le monde trouvait ça très bien. Et donc j'ai dit lors d'un débat, je dis pourquoi pas appeler un film Les Vieux quand on fait un film sur des vieux. Et une personne m'a répondu, mais oui, non, parce que vieux c'est un terme péjoratif par définition. J'ai dit c'est pas vrai du tout. Je veux dire un vieux cognac, c'est vachement bien, c'est mieux un vieux cognac, c'est mieux qu'un cognac. Et donc pourquoi et je pense que c'est vraiment un problème de terminologie qui est en fait le symptôme d'un problème qu'on a dans la société. C'est-à-dire que je pense que à partir du moment on vit dans un monde qui est productiviste et à partir du moment où des personnes ne sont plus rentables pour faire de la croissance, etc., on colle un terme péjoratif, enfin, on les appelle d'une certaine manière et voilà, ce terme devient péjoratif. Ça me fait penser à un truc, justement, quand j'ai fait le film sur le Bois de Boulogne, il y avait beaucoup de personnes trans, en fait, qu'on a filmé pour ce film. Et au début, quand j'ai commencé le film, le terme politiquement correct, c'était transsexuel. Alors je disais, voilà, les personnes transsexuelles, etc., qu'on a filmées. Et puis après 6 mois, on me dit, tu sais, Klaus, on ne dit pas trop transsexuel, c'est péjoratif. Je dis, ok, d'accord, on dit transgenre. Je dis, bon, très bien. Alors je continue à parler du film en parlant de personnes transgenres. D'un coup, on me dit, oui, non, mais transgenre, c'est un peu péjoratif, il faut dire transidentité. Je dis, bon, ok, très bien. Et finalement, 6 mois plus tard, transidentité, ça ne l'est plus non plus. Et donc, ça, moi, je parle toujours des personnes trans maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment bien l'expression, en fait, ça dit bien que le problème, c'est pas le terme, c'est que vraiment on a un problème avec certaines personnes qui sont différentes, et donc automatiquement, le terme utilisé devient péjoratif. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai une belle-sœur qui vient du Burkina, et en Afrique, c'est un terme très honorifique, et les vieux. Et je me souviens, quand on était pour le mariage au Burkina, on a un peu voyagé, et puis dès qu'on arrivait dans un village, je m'amusais, j'étais content de présenter ma belle-mère. Je dis, c'est la vieille. Alors elle était choquée, elle dit, mais Klaus, etc. Mais en fait, tout à coup, on lui réservait la place au centre du village parce que c'était la vieille. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais. Moi, c'est un peu mon espoir avec ce titre, c'est de justement rendre cette lettre de noblesse à ce mot que je trouve beau.
Et juste brièvement, moi, en revanche, ce que j'aime un peu moins dans ce titre, c'est le fait que j'ai l'impression que moi, j'adore l'être humain en tant qu'individu, et souvent, j'ai beaucoup de mal avec les groupes. Donc, j'aime pas. J'ai l'impression que sur les sans-abri, j'ai toujours essayé de faire des films en sorte qu'on se rende compte qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas de groupe. Et donc, le fait d'appeler le film Les Vieux, ça fait un groupe. Et ça me plaît un peu moins bien. C'est vrai que mon film sur les sans-abri s'appelle Au bord du monde, le film sur le bois de Boulogne s'appelle Au cœur du bois. Mais j'ai malheureusement jamais vraiment trouvé le bon titre. Donc à un moment, le film sort, la date arrive, il faut bien qu'il ait un titre. Et donc on a gardé Les Vieux pour cette dimension, voilà, un peu peut-être subversive, mais voilà, la partie que j'aime bien, quoi. Ouais, merci. C'est un débat qu'on a souvent à Girondif, hein. Très souvent, à un moment de la journée, on se retrouve et on dit quoi? Les vieux, les personnes âgées, les seniors, les aînés. Alors il y a les pour, il y a les contre. Donc c'est un débat qu'on connaît, effectivement. Alors moi, je suis pour le terme et pour le titre du film, voilà. Mais pour le terme, je trouve que c'est bien. Alors, tu nous as déjà en partie répondu à cette question. C'est est-ce que tu avais des idées précises de ce que tu souhaitais filmer? Et ça, tu as déjà en partie répondu. Mais est-ce que, par contre, tu as rencontré des choses dont alors, on n'a pas pu voir le film en entier. Hein, donc, oui. Est-ce que tu as rencontré des choses qui peuvent être soit des attentes, soit des besoins dont tu aimerais faire part? Oui, non, mais voilà, comme je le disais, c'est-à-dire que moi, il y a autant de manières de faire des documentaires et des films qu'il y a de réalisatrices ou de réalisateurs. Et donc, c'est vrai que, et pour les documentaires, si on fait 2 grandes catégories, mais il y en a beaucoup plus que ça, évidemment. Il y a la partie plus journalistique où quelqu'un connaît très bien un sujet et fait un film pour expliquer un peu ce qu'il sait ou ce qu'elle sait sur cette thématique. Moi, c'est vraiment le contraire. Moi, je me sens très proche de Nicolas Philibert, qui réalise des documentaires vraiment brillants. Et Nicolas dit toujours, si je connais le sujet, moi, j'ai plus envie de faire le film. Et moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai envie de rencontrer les gens, de découvrir le monde, de partir un peu comme un voyageur, comme ça. Et donc, j'essaie vraiment de ne pas poser de questions du tout, de faire en sorte que les gens parlent. Et ce dont je me suis rendu compte, mais à chaque fois, c'est la même chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment un émerveillement. C'est que justement, même si, évidemment, au départ, si j'ai envie de faire un film sur telle ou telle catégorie de personnes, c'est que je n'ai pas d'avis péjoratif dessus. Mais on a quand même toujours un schéma. Les gens m'ont dit « Ah, tu vas voir les vieux, ils vont beaucoup râler. » Je me dis « Ouais, peut-être c'est vrai, machin. » Et en fait, en faisant le film, en rencontrant vraiment les personnes, mais que ce soit les vieux ou les personnes sans abri ou les personnes au bois de Boulogne, en fait, on se rend compte que tout le monde est différent, chacun a ses attentes, chacun a son regard sur la vie. Je me dis, par exemple, sur les sans-abri, je me dis, tiens, voilà, je vais voir des gens qui sont fortement alcoolisés. Mais en fait, concrètement, j'en ai vu beaucoup. Enfin, les gens étaient beaucoup moins alcoolisés que ce que je pensais. Et là, avec les personnes âgées, c'est pareil. Je me dis, forcément, elles sont proches de l'échéance. Peut-être qu'elles ont une angoisse par rapport à la mort. Et on le voit de manière très amusante, même parfois dans le film, que certaines personnes en rigolent complètement. Il y a une dame de 102 ans qui s'appelle Denise Daribert, qui raconte avec un humour incroyable qu'elle veut donner son corps à la science. Et je dis, mais comment ça se passe? Parce que je dis, bon, je dis que je pose pas de questions, mais parfois je relance quand même forcément un peu quand il y a un truc marrant. Et puis elle me raconte en détail, elle dit, oui, on vous reçoit, on vous enregistre, on vous met dans une salle, et hop, il n'y a plus personne, et puis vous attendez votre tour, et après, c'était hyper drôle. Et une dame de 102 ans, d'ailleurs maintenant elle y est, d'ailleurs elle est décédée. Et ça m'a étonné, en fait, ce détachement et cet amusement face à la mort, mais qui est évidemment pas du tout une règle absolue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... chacun réagit différemment, et c'est sur toutes les thématiques, d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, tout le monde ne m'a pas parlé de la mort. La chose, peut-être, dont je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je suis content, parce qu'effectivement, on a vu quelques extraits, il y a 36 personnes dans le film, on en a vu 3, mais j'aime beaucoup Christiane, qui est merveilleuse, qu'on voit à un autre moment aussi dans le film, qui dit des choses vraiment extraordinaires. Et elle dit, le problème, c'est pas l'isolement, c'est pas la solitude, c'est l'isolement. Et ça, peut-être que c'est l'enseignement, moi, que j'ai retiré de ce tournage, c'est que les personnes qui vieillissent le mieux, même si évidemment le problème de la santé, voilà, là on n'y peut rien, mais globalement, pour moi, le plus important pour que les personnes vieillissent bien, c'est qu'elles soient entourées, idéalement par la famille ou des proches, etc. Et ça, c'est vraiment essentiel de lutter contre l'isolement.
Merci pour ce témoignage. Alors, quelle suite aujourd'hui, où en est le film et quelle suite souhaites-tu y donner? Bon, alors, le film est sorti au cinéma donc au mois d'avril. Donc là, il y a encore quelques séances, là, donc par-ci par-là, mais il n'est plus en salle comme pendant les quelques semaines qui suivent la sortie. Il y a le DVD qui est en train d'être préparé, donc je crois qu'il va sortir au courant du mois de décembre. Donc un beau cadeau de Noël, hein, vous voyez, les vieux, le DVD. Pourquoi pas? Non, c'est pas pour moi. Moi, je touche rien dessus en plus. Hein, c'est terminé. Non, mais je le dis parce que je trouve que les personnes qu'on entend, moi, j'ai vraiment envie que les gens voient le film, pas parce que j'ai réalisé, mais parce que je trouve qu'il y a des paroles fantastiques, quoi. Et même parfois les gens de la famille ou par exemple Monsieur Huitric qu'on a vu qui parle de sa femme, c'est tellement, à chaque fois j'en ai les larmes aux yeux quand il dit je rêve que je mange des moules frites avec ma femme à pornicher, puis je me réveille, elle est plus là. Et lui, c'est un gars qui est vachement secret en fait. Et moi j'ai débarqué, je l'ai vu, j'ai dit bonjour, je voudrais faire un film, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à chaque fois quand je me retrouve face à des personnes que je filme. Donc, une fois de plus, je ne pose pas de questions, mais j'essaie de faire comprendre à la personne que tout ce qu'elle veut bien me dire, et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe la durée, moi, ça m'intéresse. Je suis là pour écouter. Et les gens de l'EHPAD, quand ils ont vu le film, ils ont dit « Mais Monsieur Huitric, en fait, il ne nous parle jamais. Il passe ses journées dans sa chambre. » Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où personne n'a le temps. On est toujours pressé. On est toujours, voilà, il faut faire ceci, cela. Et c'est terrible. Et donc... voilà, pour boucler la boucle, je me dis, voilà, ces personnes qui nous ont accordé tout ce temps, je trouve qu'il y a des paroles magnifiques, et je trouve que c'est ce qui fait que le film est beau. Après, voilà, Je confirme. Non, mais, c'est un peu gênant de dire ça, mais c'est des gens. Mais certains d'entre vous l'ont déjà vu dans la salle, mais n'hésitez pas, surtout si vous. Si vous avez la possibilité d'aller le voir, allez-y, parce que c'est un très beau film. Et pour revenir sur la suite aussi, moi je réfléchis éventuellement, parce que sur mon film sur les sans-abri, donc c'était un documentaire, et puis après j'en ai fait une fiction, mais c'était très librement adapté. En fait, c'est Catherine Fro qui avait beaucoup aimé le documentaire, je crois qu'elle m'a dit qu'elle l'avait vu 4 fois au cinéma, et après c'est elle qui m'a contacté, ce qui était très chic, donc j'étais très fier et honoré. Et on a fait un film qui s'appelle Sous les étoiles de Paris, où Catherine Fro joue une femme SDF. Et parce que forcément, quand on fait un documentaire, voilà, il y a plein de choses qui sont filmées, mais il y a aussi des choses qui se passent quand la caméra ne tourne pas, et on se dit tiens, ça c'est dommage. Donc ça donne des idées, c'est des choses qui sédimentent, et après on se dit tiens, pourquoi pas en faire une fiction? Donc il y a ce projet-là. Mais ce que je tiens à dire ici, surtout ici, c'est que je reprends toujours l'exemple d'Au bord du monde sur les sans-abri. C'est un film, il était au Festival de Cannes en 2013, il est sorti au cinéma en 2014. Et encore maintenant, j'ai sans arrêt des projections. Il y en a même prévu en janvier, donc janvier 2025. Donc c'est 12 ans après la finition du film. C'est des projections organisées par des associations ou des organismes qui organisent des journées ou des débats. Donc, parce que c'est parfois plus simple de dire bah tiens, on fait une séance de cinéma et puis après on en parle. Et c'est pas forcément des séances où je suis présent, mais ce film, de la même manière, je pense que ça peut être voilà, un objet qui peut servir pour organiser de manière sympa. On se dit tiens, on va projeter un film et puis après on fait un débat sur tel ou tel sujet. Donc voilà, le film est absolument disponible pour ça aussi. Ben, très bien, je pense que la salle a entendu. N'hésitez pas à transmettre ce message. Je crois que voilà, vous êtes très accessible, toi et ton équipe, et voilà, le message est transmis. Voilà. Merci infiniment, Klaus. Ben, merci à vous tous. Après le film Les Vieux, c'est vrai que nous, on s'y connaît un peu, par exemple, en approche non médicamenteuse, mais on n'a pas envie de faire un film, on a quand même envie de poursuivre un peu nos connaissances et donc d'aller voir un peu aussi ce qui existe ailleurs et des méthodes qui peuvent être intéressantes pour justement stimuler les sujets âgés. Les approches non médicamenteuses, elles sont prônées partout. On se demande tous comment faire et quelles techniques utiliser. Et donc là, en fait, le projet qui est proposé, c'est Imemory.
quelque chose qui va s'appuyer sur la méthode Montessori. Donc on connaît Maria Montessori, le médecin italien avec les enfants. Donc il y a peut-être des choses en parallèle à faire avec les sujets âgés. On connaît aussi Cameron Camp, donc, qui travaille beaucoup aussi sur cette méthode-là et qui nous dit, ça rapproche un peu aussi avec le film, que même âgé, on a toujours envie d'apprendre. Donc qui travaille sur des universités du 3e et du 4e âge. Et donc aujourd'hui, on a Valérie Vitou, qui est neuropsychologue, qui travaille au laboratoire Epsilon de l'université Paul Valéry de Montpellier, et qui nous propose donc de nous présenter le projet e-memory, sur lequel on pourra discuter par la suite. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Valérie Vitou et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet e-memory sur lequel nous travaillons depuis plus de 3 ans maintenant. Donc avec Cécile Bourgeois qui est neuropsychologue, donc je suis moi-même neuropsychologue, Cécile Bourgeois qui est neuropsychologue en thèse, et le professeur Claude Jandel qui aurait dû être là aujourd'hui mais que je remplace. Vous allez me dire que la transition est, enfin pour moi la transition est un petit peu difficile avec votre intervention, mais finalement pas du tout, parce qu'on est vraiment dans une même lignée et j'espère que je vais réussir à vous transmettre à quel point effectivement ces deux approches se rejoignent. Donc je voulais remercier avant de commencer donc les partenaires qui ont travaillé avec nous sur ce projet, donc le Gérondif en premier lieu, la Fondation Partage et Vie dont les EHPAD ont pu servir de lieu d'accueil pour notre étude clinique, la Caisse des dépôts, AG2R La Mondiale, Montessori Lifestyle qui est l'organisme qui a formé les soignants à la méthode Montessori, et le laboratoire de psychologie Epsilon qui nous a donc épaulés sur toute la partie scientifique. Donc le projet e-memory s'inscrit bien dans ce sujet d'éthique, de recherche d'éthique, puisqu'il vise à étudier l'impact de la mise en place d'un nouveau modèle d'accompagnement des personnes avec des troubles cognitifs en EHPAD, donc, avec la méthode Montessori. Et il se propose également de poser une nouvelle base de référence en termes d'exigences méthodologiques pour démontrer l'efficacité des interventions non médicamenteuses et l'efficacité des nouvelles pratiques d'accompagnement en EHPAD. Et on sait à quel point c'est compliqué. Donc pour vous présenter brièvement la méthode Montessori, mais on pourra y revenir un peu plus tard. Donc le grand principe de la méthode Montessori, la méthode Montessori s'inscrit en fait plus globalement dans ce qu'on appelle les approches centrées sur la personne, en se basant sur une éthique humaniste. Et l'idée, c'est vraiment de créer un environnement humain et matériel qui répond aux besoins de la personne et qui soutient son fonctionnement pour lui permettre de préserver son autonomie en contournant ses déficits et en gardant une vie digne et qui en vaille la peine. Alors ça, ce sont des beaux mots, mais comment fait-on très concrètement ? Donc la méthode Montessori se propose comme étant une application concrète de ces principes, en incluant également toutes les connaissances des méthodes de neuropsychologie en ce qui concerne la réhabilitation des troubles cognitifs. Donc, comment ça se passe en termes très concrets ? Donc, la méthode de Montessori se propose de changer de regard sur la personne âgée en regardant les capacités préservées plutôt que les déficits, en la connaissant en tant que personne, en tant qu'individu, avec son passé, ses envies, ses émotions, et en essayant tout du long de sa vie en EHPAD, donc de favoriser son autonomie et son indépendance, et un bon fonctionnement psychologique à travers l'installation de routines, de gestes, d'activités et aussi des rôles sociaux qui vont lui permettre de se sentir utile jusqu'au bout.
C'est aussi une autre vision des troubles du comportement, puisque pour nous, les troubles du comportement ne sont pas des symptômes liés à la maladie, mais des comportements réactionnels qui sont en fait des réponses à des besoins psychologiques non satisfaits. Donc la réponse à ces comportements réactionnels, comme on les appelle nous, se font en réflexion, lors de réflexions pluridisciplinaires et en essayant d'y apporter, autant que faire se peut, des solutions non médicamenteuses. Donc la méthode Montessori, c'est aussi donner du choix et du contrôle, donc à la fois dans les interactions individuelles, dans l'accompagnement au quotidien de la personne, mais aussi au niveau collectif. C'est-à-dire que la méthode Montessori propose d'inclure les résidents dans le choix de leur accompagnement, mais aussi au niveau collectif, dans le choix des activités, dans le choix, pourquoi pas, de la décoration de la salle, etc. Chaque moment où un résident peut prendre une décision, il faut lui laisser la prendre. C'est également donc favoriser l'engagement des résidents dans des activités porteuses de sens, donc à la fois des activités occupationnelles, mais aussi surtout les activités de la vie quotidienne, puisque ce sont des personnes qui, avant d'entrer en EHPAD, s'occupaient de leur maison, et pourquoi, à partir d'un certain moment, on les empêche de faire tout ce qu'ils aiment faire, finalement. Donc finalement, pour le soignant, la méthode Montessori, c'est changer de posture, c'est-à-dire agir en facilitateur et arrêter de faire à la place de la personne ce qu'elle est encore capable de faire. Et c'est aussi agir sur l'environnement pour soutenir l'autonomie, l'indépendance en vie quotidienne et aussi dans les activités. Et enfin, c'est s'adapter au rythme de la personne, et on verra à quel point ça peut être important effectivement dans les interactions. Donc si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de la méthode Montessori, je vous propose de lire 2 articles qui sont parus dans la revue Gériatrie, Psychologie, Neuropsychiatrie du vieillissement. C'est un article en 2 parties. Donc première partie, origine et grands principes fondamentaux de la méthode Montessori adaptée aux personnes avec des troubles cognitifs. Et la partie numéro 2 qui vous donne les données de la littérature scientifique, effets et perspectives. On pourra vous envoyer ces articles si vous le souhaitez les mettre à disposition. Donc le projet InMemory se compose en fait de 3 études cliniques. Donc la première qui est une étude randomisée, contrôlée, gros effectifs, où là nous avons pour objectif d'évaluer l'impact de la méthode Montessori sur les résidents, le personnel et l'organisation des services. Et nous souhaitions également déterminer les facteurs qui favorisent et qui limitent la mise en place de la méthode Montessori et sa pérennisation au sein d'un établissement. Il y a une deuxième étude cas unique en ligne de base multiple, où là où nous avons souhaité évaluer l'impact d'une activité de lecture Montessori comparée à une activité de lecture classique en EHPAD. Et enfin, une étude qualitative sur la qualité de vie au travail des soignants en lien avec la mise en place de la méthode Montessori. Donc nous avons fait un peu comme Claude Drexel, c'est-à-dire que nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés visiter 31 EHPAD dans toute la France, donc des EHPAD qui appartiennent à la Fondation Partager Vie. Et nous nous sommes focalisés sur les unités de vie protégées de ces EHPAD, donc là où résident les personnes avec les troubles cognitifs les plus avancés. Et donc pourquoi ce choix, à la fois pour des contraintes techniques, c'est-à-dire que nous avions besoin pour cette étude de former, de pouvoir former en un temps assez restreint un maximum de personnel intervenant auprès de ces résidents. Les unités de vie protégées nous donnaient aussi un cadre assez stable au niveau humain et organisationnel pour pouvoir réaliser nos évaluations sur un temps long. Et également, dans un troisième temps, ça nous permettait de démontrer éventuellement que la méthode Montessori pouvait être adaptée à des personnes avec des troubles cognitifs très avancés. Donc nous avons formé plus de 500 personnes en 1 an et demi, donc à la fois le personnel soignant, le personnel hôtelier et le personnel d'encadrement, puisque cette méthode en fait concerne toutes les personnes qui vont à un moment donné être en interaction avec les résidents. Donc rapidement, le protocole en fait, s'est déroulé de la façon suivante. Ces 31 établissements ont été répartis en 3 vagues.
que nous avons formés à 6 mois d'intervalle. Donc tout d'abord pour des contraintes logistiques par rapport à la disponibilité des formateurs, mais également pour pouvoir avoir des groupes contrôle en 2 temps d'études, c'est-à-dire qu'entre février 2022 et septembre 2022, vous avez la première vague qui a été formée et qui a pu mettre en place la méthode, pendant que la vague 2 constituait le groupe contrôle. Et idem entre septembre 22 et mars 23, où les établissements de la vague 2 ont été formés et les établissements de la vague 3 constituaient le groupe contrôle. À chaque temps d'étude, nous avons évalué les données suivantes. Donc, concernant les résidents, nous avons évalué leur autonomie, les habiletés cognitives et sociales, la qualité de vie, les comportements réactionnels et le niveau de prescription médicamenteuse. Concernant le personnel des UVP, nous avons évalué leur symptomatologie de burn-out, l'attention au travail, la satisfaction au travail et leur perception du contexte organisationnel. Et enfin, concernant le service ou l'établissement, nous avons relevé le taux d'encadrement, le turnover et l'absentéisme. Donc, au total, sur les 450 résidents qui ont été à un moment donné inclus dans l'étude, 224 ont pu être évalués au moins 3 fois, donc une fois avant la formation des équipes, une fois 6 mois plus tard, une fois 1 an plus tard. Et au niveau des personnels, 72% des personnes formées étaient encore présentes dans les établissements 18 mois après la formation. Nous avons également relevé à chaque temps d'étude le niveau d'application de la méthode Montessori. Donc, nos hypothèses opérationnelles étaient les suivantes. Donc, pour les personnes accompagnées, donc une augmentation de l'autonomie et de l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne, une diminution des comportements réactionnels et une diminution des prescriptions de psychotropes. Et donc un impact positif sur les indicateurs ressources humaines. Voilà. Donc le recueil des données est finalisé. Nous sommes en train d'analyser les résultats et ils seront communiqués en 2025 sous différentes formes. Alors, ensuite, rapidement, l'étude cas unique en ligne de base multiple. Il s'agissait quoi? Donc, de comparer une activité de lecture Montessori comparée à une activité de lecture classique en EHPAD. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité de lecture Montessori? C'est avant tout une activité de lecture à laquelle les résidents participent en tant que lecteurs. C'est-à-dire qu'une activité de lecture classique, vous avez un animateur, orateur qui lit à une assemblée de résidents plus ou moins intéressés et éveillés. Tandis qu'une activité de lecture Montessori, chaque résident a un livre, un exemplaire du livre. Ce livre est écrit en gros caractères, donc, et chaque page est relativement indépendante l'une de l'autre, même si la thématique est effectivement identique, mais pour ne pas faire appel forcément à la mémoire de travail ni à moyen terme, et que chacun puisse profiter de sa lecture. Donc chaque résident lit à un moment de lecture, chacun à la suite l'un de l'autre. Donc pendant ces activités, nous avons mesuré les interactions verbales, les affects, donc de plaisir, les affects négatifs, l'engagement des personnes dans l'activité et la présence ou non de comportements réactionnels. Donc pour ce faire, nous avons, toujours dans des établissements de la Fondation Partage et Vie, nous avons sélectionné 3 groupes de 5 résidents avec un niveau de dépendance élevé, puisque 13 résidents sur les 15 avaient des GIR 1 à 2. Donc ça veut dire quand même des niveaux de dépendance assez élevés. L'animation des groupes de lecture a été faite par 3 soignantes des établissements et l'évaluation a été faite par des juges indépendants. Alors, qu'est-ce que c'est un protocole en ligne de base multiple? C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, en fait, chaque groupe a été évalué à 6 reprises, donc dans la condition lecture de conte classique et dans la condition lecture Montessori. Et en fait, déjà, de par une analyse très visuelle du graphique, vous pouvez voir si effectivement il y a une différence entre ces 2 conditions, du fait que les lignes ne se recoupent pas dans une des conditions et dans l'autre.
Donc là, comme vous pouvez le voir, donc l'activité de lecture Montessori a un effet tout à fait favorable au niveau du nombre d'interactions verbales qui a eu lieu entre les participants à chacun des groupes. Donc globalement, au niveau des résultats, donc les effets ont été plus que favorables au niveau du nombre d'interactions verbales entre les résidents, ce qui est quand même l'objectif principal d'une activité de groupe, donc ça c'était plutôt très positif. Ça favorise également l'engagement actif, mais aussi l'écoute des participants. Et par contre, on n'a pas vu d'effet, voire un effet un petit peu négatif par rapport à la présence ou non de troubles, enfin de comportements réactionnels, puisqu'il y en a eu un tout petit peu plus dans la condition Montessori par rapport à la condition lecture de contes classiques, mais ça a pu être dû à la fois à ce qu'on a considéré comme étant des troubles du comportement, puisque par exemple le fait pour une résidente d'avoir voulu partir de l'activité, demander à partir de l'activité a été considéré comme un comportement réactionnel. Ça peut être dû aussi au fait que les groupes effectivement ont été constitués avec des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant et qu'il y a pu y avoir certaines mésententes au sein du groupe. Et c'est sans doute dû aussi au fait que de toute façon le nombre de comportements réactionnels a été très faible, que ce soit dans une condition et dans l'autre. Donc cette étude a donné lieu à un article qui est paru dans la revue Dementia et qu'on pourra vous communiquer aussi si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de ces résultats. Et troisième étude, donc une étude qualitative au sujet de la qualité de vie au travail des soignantes en unité de vie protégée en lien avec les mises en place de la méthode Montessori. Donc pourquoi étudier ce lien? Parce qu'il y a effectivement un lien étroit et démontré, et à mon avis dans les deux sens, entre la qualité de vie au travail et la qualité de l'accompagnement. Et donc nous avons souhaité réaliser une étude exploratoire sur la base d'entretiens semi-directifs que nous avons menés auprès de 9 soignantes en unité de vie protégée qui travaillaient dans 3 des EHPAD participant à l'étude. Et les objectifs étaient doubles, donc à savoir en premier lieu mieux connaître les composantes de la qualité de vie au travail des soignantes en UVP. Et dans un deuxième temps, voir quelle était l'influence de la formation et de la mise en application de la méthode sur la qualité de vie au travail des soignants. Donc cette étude est en cours d'analyse, enfin en tout cas toutes les données. Mais néanmoins, en ce qui concerne ce premier objectif de savoir quels étaient les déterminants de la qualité de vie au travail des soignants, donc les données nous ont permis d'élaborer une sorte de premier modèle où effectivement la qualité de vie au travail porte en son cœur la perception d'être en capacité de bien faire son travail et que cette capacité en fait se mesure pour les soignantes véritablement très directement en considérant le bien-être, la qualité de vie des résidents. Et cette qualité de vie, elle se mesure sur un continuum qui va du bien-être à la présence de comportements réactionnels. Donc cette perception d'être en capacité de bien faire son travail, elle subit l'influence de multiples facteurs qui sont à la fois des facteurs intrinsèques, donc en termes de ressources personnelles de l'individu, mais aussi au niveau de son état somatique, psychologique, etc. Donc cette perception d'être en capacité de bien faire son travail subit aussi des influences externes, extrinsèques, à savoir le mode de management, le soutien des autres professionnels, et aussi une part très importante, mais je pense d'autant plus importante que là on se situe donc en unité de vie protégée, donc qui est un lieu assez isolé du reste du fonctionnement des établissements. Donc c'est vraiment le fonctionnement de l'équipe, du binôme, et donc une homogénéité ou hétérogénéité des pratiques professionnelles. Et enfin, donc cette perception d'être en capacité de bien faire son travail subit aussi l'influence de l'état des résidents dans l'unité de vie protégée, donc leur fonctionnement cognitif, leur autonomie, leur état psychologique, mais aussi l'hétérogénéité en fait, des situations individuelles de ces résidents.
qui peuvent rendre assez compliqué, effectivement, cette possibilité qu'ont les soignants de bien faire leur travail. Voilà, mais comme, pour finir, ceux qui en parlent le mieux, c'est quand même les principaux intéressés, les principales intéressées et les soignantes. Donc, je vous ai mis quelques verbatims que je trouve tellement justes et tellement touchants que je voulais presque proposer à M. Drexel de faire son prochain film sur les soignants. Parce que je pense qu'on va le lire ensemble, c'est peut-être le mieux. Et j'ai pris une thématique donc, de ces interviews qui concerne le temps, justement, parce que c'est la principale problématique auquel les soignants sont confrontés. Et c'est peut-être la première chose qui vient quand on leur parle de la méthode Montessori, c'est « Ah, mais de toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de parler aux gens, de s'intéresser à eux, etc. » Et donc là, je vous mets des verbatims de soignants qui ont reçu la formation et qui sont à peu près à 1 an de mise en pratique. Donc on a plus de temps avec eux, on va dire. On est pressé par le temps, mais en même temps, on a plus de temps. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Il faut faire les choses, mais on peut prendre du temps avec certains résidents pour les laisser faire. Voilà. On sait en fait avec qui on peut travailler de cette façon. Bien sûr, hein, ça a soulagé, surtout dans le quotidien. On a arrêté de faire pas mal de choses dans l'accompagnement des résidents. Ça ne s'arrête pas au moment de la toilette, donc on les laisse faire. Déjà s'habiller, se déshabiller tout seul, alors que la plupart du temps, on faisait les 3/4, ils faisaient le reste. Alors que si on s'assoit, qu'on discute avec eux, qu'on montre bien, qu'on explique, ben des fois, il n'y a rien à faire. On s'assoit, on les regarde, une seule phrase, et on attend, et puis ils font le reste. Pendant que nous, on fait autre chose, elles passent un petit coup sur les tables, donc elles, les résidentes. Il y en a une qui prend le balai, alors même si elle s'en va dans le couloir puis qu'elle revient après, mais n'empêche que bon, le balai est passé. Non, alors ça c'est concernant la gestion des comportements réactionnels. Non, ça fait toujours gagner du temps. Désamorcer, essayer de réduire une angoisse chez un résident le plus tôt possible, par exemple, ça fait gagner du temps. Même si parfois on a l'impression de perdre du temps, mais au final, on en gagne. Je ne sais pas comment dire. Et puis, on apprend à plus prendre le temps, surtout ça. Des fois, nous sommes trop pressés d'avoir une réponse tout de suite, alors qu'il faut leur laisser un peu le temps. C'est quelque chose que j'ai vraiment développé, même acquis grâce à la formation. Et là, ça répond vraiment au film. C'est une soignante qui me dit « Alors que quand on s'assoit comme ça, dehors, on pense à rien. Mais ça vient tout seul. Et puis, ils commencent à nous parler d'eux, des choses qu'on ne savait pas sur eux et qu'on n'aurait peut-être jamais su si on avait posé la question. C'est vraiment quand on prend le temps d'échanger avec eux. Moi, c'est un moment que le soir, entre 16 et 17 heures, franchement, c'est un temps calme et puis on apprend beaucoup de choses. C'est pas dans notre planning. J'ai dit à mon collègue qu'il faut qu'on crée une demi-heure où il n'y a rien à faire. On s'assoit, on se regarde, on ne parle pas, mais on s'assoit pour voir ce qui se passe. Ça, j'ai appris avec le temps, en fait, d'attendre, de laisser faire, même si on a tendance à aider. Mais en fait, il faut attendre vraiment qu'ils fassent un peu. Et nous, après, on les accompagne un peu plus. Et même en termes de fatigue physique. On se fatigue beaucoup moins à vouloir tout faire à leur place. Il y a plein de petits gestes, se lever, s'accroupir, se relever, tout ça, on le minimise. Donc je rappelle que ce ne sont que des soignantes en UVP. Et donc là, pour finir, donc oui, parce que moi, je me suis vue être, entre guillemets, à la bourre, parce que voilà, il y avait eu du monde, puis après, il fallait faire l'échange et que je n'avais pas vidé le lave-vaisselle. Donc là, j'ai été demander à une résidente, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'aider à vider le lave-vaisselle parce que je ne suis pas en avance? Elle m'a répondu, ben oui, quand vous avez besoin, vous me dites. Et pouf, elle a fait le lave-vaisselle. Ben, n'empêche que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait et qui m'a bien rendu service et qui l'a fait participer. Enfin, ça arrange tout le monde dans un sens, voilà. Et la dernière, oui, c'est-à-dire qu'on est plus dans une maison où il y a du mouvement, des disputes, des pleurs, des joies. Voilà, ça fait plus effet familial, si vous voulez. On avait déjà ce côté familial, mais bon, du fait que tout le monde ait un petit rôle, ils veulent faire quelque chose. On se croise, on se rentre dedans, c'est rigolo, c'est vivant.
ça a redonné un peu de vitalité aux résidents. Oui, ça leur a redonné une place. Est-ce que je peux t'aider? Alors avant, vous disiez non. Maintenant, oui. Vous pouvez m'aider, voilà. On ne s'autorisait pas, en fait, à les laisser faire. Enfin, on a toujours l'impression qu'on est là pour eux, mais en fait, on n'était pas là de la bonne façon. Voilà, elles en parlent magnifiquement. Merci beaucoup. Je pense que vos travaux sont vraiment importants parce qu'on a plusieurs approches possibles aujourd'hui, mais elles ne sont pas quantifiées, elles ne sont pas standardisées et on n'a pas vraiment la preuve de leur efficacité. Donc tous ces efforts pour objectiver un plus me semblent vraiment fondamentaux. Et donc je pense que ça amène des questions. On a le droit de temps de 2-3 questions. Moi j'en ai une. Vous formez tout le monde, sauf le directeur. D'accord, ok. Rapidement, je vais vous montrer le programme de formation en fait, de chaque établissement. Donc, il y a une première journée management où en fait, tout le comité de direction est formé. Ensuite, il y a 3 jours de formation pour les soignants, dont des cadres, donc psychologues, IDEC, etc. Suite à ces 3 jours de formation, 3-4 mois plus tard, il y a une journée pour accompagner le comité de direction à l'accompagnement en fait, de la mise en place de la méthode. Et il y a aussi 2 jours d'analyse des pratiques pour les soignantes. Donc c'est un programme assez... Oui, parce que c'est carrément une philosophie de soins, et donc c'est un projet d'établissement presque qui découle de ça. Donc c'est important que tout le monde soit formé. Ouais. Ouais, exactement. On se rend compte que là où ça marche, c'est que ça devient vraiment un projet d'établissement. S'il n'y a pas de questions, j'en profite. Hein. Et comment on peut faire pour que ça soit pérennisé? Parce que ça, on sait faire et importer des solutions, des méthodes, mais la plus grosse difficulté, c'est comment on fait pour que ça continue dans le temps. C'est assez multifactoriel, hein. C'est ce qu'on tend à démontrer dans cette étude, c'est que déjà, c'est la motivation, enfin, que le comité de direction ait bien compris la méthode, et puisse vraiment accompagner les équipes dans la mise en œuvre. Parce que la méthode Montessori, c'est donner de l'autonomie aux résidents, mais donc donner de l'autonomie aux soignants et que ça soit vraiment eux qui soient porteurs de ce projet. Mais il faut aussi que le directeur, la psychologue, l'IDEC, l'animatrice soient vraiment des soutiens pour les équipes. Et il faut aussi former régulièrement. Il y a un des établissements de la Fondation Partager Vie qui est formé depuis 8 ans, donc qui n'a pas été inclus dans cette étude, mais qui refait des formations tous les ans en fait. Et ils appellent même ça des formations recyclage. Alors c'est eux qui ont pris le terme, mais parce qu'on revient très vite, et d'ailleurs les soignantes le disent, on revient très vite à ces anciennes pratiques. En fait, c'est quand même une méthode qui demande de l'engagement de chaque instant parce qu'il faut voilà, voir le résident au jour d'aujourd'hui, au présent, c'est-à-dire ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, dans quel état il est psychologiquement. Donc ça demande aux soignants d'être créatives, de se remettre en cause en permanence. Et c'est quand même voilà, un public qu'il faut soutenir. Voilà. Peut-être que si on mettait ça dans la formation initiale, aussi, ça pourrait quelque chose d'être assez contributif. Une question, oui. Merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question, c'est qui sont les formateurs de cette formation? Alors, ce sont les formateurs en fait, de la société AGD Montessori Lifestyle. Donc, en sachant que c'est une société qui a une 30aine de formateurs, mais sur ce projet, on a fait appel à un nombre de formateurs réduit pour que les programmes de formation soient vraiment très homogènes. Donc, ils sont déjà formés à la méthode Montessori? Alors, les formateurs donc, sont des formateurs très expérimentés de la méthode. Okay. Voilà. Ouais. Voilà. Mais les participants de l'étude n'avaient jamais été formés, par contre. Voilà. Une question devant. Bonjour. J'ai une petite question. Je voulais savoir si ce projet pourrait s'étendre pour les aides à domicile ou auprès des SAD, par exemple. Oui, tout à fait. De toute façon, cette méthode, elle concerne vraiment toutes les personnes qui sont amenées à être en interaction avec des personnes
âgées et a fortiori des personnes avec des troubles cognitifs. Donc il y a des formations en fait en établissement, mais il y a aussi des formations en inter, donc où des membres, enfin même des proches de personnes malades ou d'autres professionnels peuvent participer. Oui. C'est pas forcément une question, mais plus une remarque. Étant formée à cette méthode, directrice d'EHPAD, étant formée à cette méthode depuis maintenant 12 ans, je mesure à quel point ça a transformé le regard dans l'établissement. Et il y a un groupe de personnes que vous n'avez pas mis, ce sont les aidants, qui me semble nécessaire aussi de sensibiliser à ce type de méthode, parce que ça ne s'invente pas. Quand on approche cette méthode, on se dit mais c'est évident. Et c'est évident aussi que malheureusement, on n'a pas été formé comme ça au départ, ni dans notre vie privée, ni dans notre vie professionnelle. Et vous avez raison de redire que peut-être que si dans les formations initiales, il y avait plus cette approche de faire et il y aurait peut-être moins de médicaments en règle générale. Et ce qui est assez génial, pour rebondir, c'est que certaines soignantes disent que ça a aussi changé leur vie de tous les jours, en fait. Leur relation avec leurs enfants, etc. C'est pas mal de remettre un peu d'humanité dans le soin, donc, et de sortir des approches techniques qui nous ont un peu pourri la vie à l'hôpital, enfin qui sont nécessaires. Hein, mais bon. Donc, et c'est un label après que vous avez, ou quand on est formé, on a un label, parce qu'il y a d'autres méthodes qui labellisent, et donc c'est un peu... Alors après, il y a d'autres approches centrées sur la personne. Hein. Montessori n'est pas la seule. Et il y a un processus de labellisation qui est en cours de test. Voilà. Pas d'autres questions? Ah, au fond, pardon. Vous pouvez parler fort? Alors, si j'ai bien compris la question, oui, en fait, déjà, la formation s'adresse à tout type de personnes hein, qui travaillent dans l'accompagnement des personnes âgées. Et en fait, vous pouvez vous rapprocher de l'organisme de formation qui organise des formations inter-établissements. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un établissement, c'est voilà, pour des personnes qui viennent d'horizons différents. Voilà. C'est-à-dire, nous pouvons vous envoyer des personnes, si vous... D'accord, merci. Très bien, merci. On va respecter les horaires et on va passer donc à la thématique suivante, partager le savoir et accroître les synergies. Qui est mieux placé que Jean-Pierre Aquino pour modérer? Bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrons cette séance consacrée, dirais-je, pour trouver un lien commun à la recherche de la preuve. La preuve est un mot qui a été évoqué par l'oratrice précédente et nous sommes effectivement dans la méthode pour rechercher et démontrer la preuve d'une action. Donc, pour mener à bien notre table ronde, je fais appel aux deux intervenants qui sont pressentis pour animer cette table ronde. Tout d'abord, le responsable du Centre national de ressources et de preuves de la CNSA, Benjamin Leroux, qui est là. Et puis, à Madame Sylvie Minck, chef de projet ingénierie pédagogique et formation, Gérondif. Merci de nous rejoindre. Quelques mots introductifs. Nous applaudissons tous lorsqu'on déploie une action de prévention sur un territoire donné. Nous avons assisté ces dernières années à une multiplicité d'actions dont la preuve était loin d'être évidente. Et il est vrai que la conférence des financeurs de chaque département est parfois confrontée à des choix difficiles, faute de preuves pour promouvoir telle ou telle action.
C'est ainsi que la CNSA a été missionnée depuis 2022 pour préfigurer et réaliser un centre de ressources et de preuves qui maintenant est tout à fait fonctionnel, et nous allons comprendre pourquoi et comment. Mais il y a une deuxième action dans laquelle l'Union des gérontopoles de France est impliquée, c'est-à-dire une collaboration sur des axes de développement dans lesquels, bien évidemment, le Gérondif est impliqué du fait de la présence de notre président, Olivier Hannon. Donc, je rappelle que nous avons 20 minutes d'échange, donc le temps est limité, mais je sais que vous avez la maîtrise de la parole. Donc, peut-être tout d'abord, Benjamin, le centre de ressources d'abord et de preuves, qu'en est-il? Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, quelques mots, pour reprendre un terme que vous avez utilisé et qui nous est cher dans ce centre de ressources et de preuves, ça tourne autour de l'efficacité. Finalement, ce centre de ressources et de preuves qui est très largement inspiré de l'expérience anglo-saxonne des What Work Center, avec cette idée finalement d'éclairage ou d'accompagnement de la politique publique par la preuve, c'est ce qui a été repris dans la première convention d'objectifs et de gestion de la CNSA, avec cette ambition d'accompagner à la fois ceux qui décident, mais aussi ceux qui opèrent les actions de prévention vers plus d'efficacité. Et c'est finalement ce qui guide toutes les actions ou toute l'offre de services, puisque nous, on parle de ça, en tout cas de la manière dont on a structuré notre programme de travail, qu'on décline et qu'on est en train de proposer. Alors, quel est le projet qui lie le Centre de ressources et de preuves avec l'Union des gérontopoles de France? Alors, quand on a réalisé la phase de préfiguration et puis l'écriture de notre programme de travail, on a voulu adresser 4 grands enjeux. D'abord, l'enjeu qui, pour nous, est sous-jacent, en tout cas presque primordial, c'est l'enjeu des publics. Il faut que davantage cette politique de prévention adresse ou permette à ceux qui en sont le plus éloignés de disposer de dispositifs de prévention. Premier enjeu, le public. Deuxième, l'offre. Je vous disais, il faut que les CFPPA, et en tout cas cet écosystème de la prévention, a cette particularité qu'il dépend très largement des propositions d'action que font les opérateurs, puisque vous le savez parfaitement, les CFPPA fonctionnent sur un système d'appel à projet, et donc ce sont les opérateurs qui sont à l'initiative des actions. Et donc, pour avoir une action concrète et durable, il faut qu'on accompagne ces opérateurs dans la construction des actions, c'est-à-dire qu'elles soient davantage étayées et davantage évaluées. Troisième sujet qu'on a voulu adresser dans notre programme de travail, c'est la décision de financement. Il faut qu'on accompagne les financeurs dans le repérage des actions qui, a priori, ont le plus d'efficacité. Et le quatrième, c'est l'appropriation et la diffusion. Et donc, quand s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en œuvre, avec la petite équipe qu'on est, on est 4 personnes, on s'est posé la question de, l'expertise. Qui est capable de mettre en œuvre un très haut degré d'expertise et surtout territorialisé, puisque là on parle d'accompagnement, du changement de pratique professionnelle. Tout ça on ne peut pas le faire rien qu'en le disant ou en claquant des doigts. Donc il fallait qu'on trouve le bon acteur qui mixe ces deux compétences. Et on a travaillé dès la phase de préfiguration, finalement, puisqu'on a mis 6 mois à écrire une convention importante qu'on a signée en décembre 2023 avec l'Union des gérontopoles sur 4 grands sujets. Le premier sujet, c'est on va prendre l'initiative de mettre à disposition des programmes de prévention, des programmes nationaux de prévention, 3 programmes nationaux qu'on livrera et qu'on mettra à disposition de tous ceux qui veulent s'en saisir dès 2025. Là, ça va arriver rapidement sur le premier trimestre. Le premier programme portera sur l'activité physique et la nutrition. Le deuxième, sur la cognition. Le troisième, d'ici fin 2026, on est en train d'y réfléchir. Deuxième gros projet, Sylvie
Sylvie va vous en parler, c'est ce projet de journée thématique qu'on va décliner d'ici fin 2026 et qu'on est déjà en train de décliner, je dis au futur, mais on est d'ores et déjà en train de le décliner. Troisième sujet, c'est le pendant de ces programmes nationaux de prévention. On s'est dit comment est-ce qu'on fait pour repérer des initiatives territoriales prometteuses et surtout comment est-ce qu'on réussit à transformer ces initiatives territoriales prometteuses en modèles national SMAB. Donc on a créé un dispositif qui s'appelle le Fonds Vital. Vital, c'est l'acronyme de valorisation des initiatives territoriales. Et là, c'est aussi l'Union des gérontopoles qui nous accompagne dans l'évaluation des projets ou des actions qui ont été repérées, qui nous sont remontées par les conférences des financeurs. Et une fois que c'est évalué, comment est-ce qu'on en fait un modèle. Et puis dernier gros sujet, en tout cas très important pour nous, de cette convention avec l'Union des gérontopoles, c'est une forme de veille scientifique sur les grandes thématiques ou les capacités intrinsèques, les capacités fonctionnelles, comme l'OMS les appelle. Comment est-ce qu'on fait pour mettre à disposition des opérateurs et des décideurs dans les départements de l'information robuste, mais utilisable, très opérationnelle, parce que c'est souvent ce qui manque côté opérateurs comme décideurs, de l'éclairage très précis sur des questions au quotidien. Donc voilà les 4 gros sujets qu'on travaille avec l'Union des gérontopoles de France. Merci de la définition de ces 4 axes. Je pense qu'on peut dire avec vous que l'ancrage scientifique de la démarche est assuré compte tenu de toutes les explications que vous venez de fournir. Je pense que vous ne direz pas le contraire, mais que vous affirmerez cette position. Alors, pour poursuivre, nous allons demander à Sylvie Munk de nous présenter les contenus clés des formations proposées et les modalités pédagogiques innovantes qui sont mises en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. Alors, ce sont des journées thématiques qui sont à destination des membres des conférences des financeurs et des porteurs de projets également, sur 3 thématiques. Et les 3 thématiques, le dénominateur commun de ces 3 thématiques, c'est véritablement l'efficacité. Donc la première thématique au sujet de la prévention et de la promotion de la santé, en fin de compte, on demande aux membres des conférences des financeurs ou aux porteurs de projets de partager, de réfléchir ensemble, de faire des échanges de pratiques au sujet de repères clés, donc sur la prévention et la promotion de la santé, et au sujet d'une question fondamentale qui est comment construire et mettre en œuvre une action collective de prévention de perte d'autonomie qui soit efficace. Et donc, par exemple, sur cette première journée thématique sur ce thème-là, qui a déjà commencé, on a déjà réalisé des journées auprès des membres des conférences des financeurs, et on commence tout juste pour les porteurs de projets. Vraiment, les thèmes sur lesquels ils ont l'occasion de réfléchir, c'est renforcer les capacités, et notamment à travers le fait de favoriser l'adoption de comportements favorables à la santé. Ça, c'est vraiment un élément clé. Il y a également, Benjamin en parlait tout de suite, comment réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et puis tout un volet sur l'utilisation des données probantes, puisque donc on réfléchit avec eux sur la possibilité d'utiliser des données probantes à chaque moment d'un projet d'action collective de prévention et de perte d'autonomie. Il y a également un dernier thème sur lequel ils ont la possibilité de réfléchir, c'est l'implémentation d'une action probante et l'adapter à leur propre contexte. Donc voilà, ça c'est pour la première journée thématique. On a une deuxième journée thématique qu'on va développer en 2025. Et là également, l'efficacité, c'est encore le sujet qui relie l'ensemble de ces journées. Et c'est l'évaluation et la mesure d'impact. Et là, on va leur proposer de réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'efficacité d'une action de prévention de perte d'autonomie, notamment autour de l'effet sur les bénéficiaires et sur l'adoption de comportements favorables à la santé.
Et on va bien sûr réfléchir sur leurs possibilités, enfin là, je pense aux porteurs de projets, sur les moyens qu'ils ont pour effectuer, réaliser, concevoir des évaluations. On sait que l'évaluation d'une action collective de prévention de la perte d'autonomie, c'est complexe, ça demande des moyens. Et donc, c'est une approche pragmatique qui va être le sujet de cette journée en grande partie. Qu'est-ce qu'on peut, selon ces moyens, faire en termes d'évaluation pour prouver l'efficacité sur les bénéficiaires de l'action qui est réalisée. Donc ça, c'est un gros volet de cette deuxième journée thématique, mais on va également aborder, encore une fois, l'évaluation à travers l'utilisation des données probantes qui vont renforcer de toute façon, a priori, la preuve de l'efficacité de l'action, et puis également l'implémentation d'une action probante, parce que pour le coup, l'évaluation d'une telle action va être plus simple, puisque ça sera uniquement sur l'adaptation au contexte de l'action. Donc voilà pour les 2 premières journées thématiques. Et ensuite, donc en 2026, ce sera une 3e journée thématique sur le marketing social. Et là encore, il y a un lien avec l'efficacité, parce qu'on va se poser la question au cours de ces journées de comment atteindre le public cible, et puis comment faciliter l'adoption des comportements favorables à la santé, qui est finalement quelque chose d'absolument clé dans l'ensemble de ces journées. Donc voilà pour les journées en elles-mêmes, pour les contenus. Et pour ce qui est des modalités pédagogiques, en tout cas, je vous disais tout de suite que c'était des moments de partage et d'échange. Et en fait, il y a assez peu de moments descendants pour lesquels on aborde les repères. Et la plupart du temps, on propose différentes possibilités pour interagir, donc entre participants ou avec les animateurs, et à la fois en petits groupes, en grands groupes, et avec différentes modalités actives. Quel retour avez-vous de ces actions de formation? Comment les professionnels réagissent-ils? Alors, on a peu de retours parce qu'on a juste commencé. Mais moi, ce que je retiens dans les retours que j'ai eus, soit de vive voix, soit que j'ai lus, c'est surtout ce plaisir de se retrouver, de pouvoir échanger sur des éléments clés. Et puis, il y a aussi, ils mettent l'accent sur, effectivement, cette réflexion autour des données probantes. Ça, ils insistent là-dessus. Et peut-être une chose qui revient et qui me semble assez importante, c'est qu'ils ont noté au cours des journées que quand une personne a des capacités qui commencent à baisser et qu'à ce moment-là, on vient soutenir les capacités, qu'on vient permettre finalement que cette personne revienne à un niveau de capacité élevé et stable, ça, c'est véritablement quelque chose de très important qui les a marqués et qui représente un petit peu, qui symbolise la prévention de la perte d'autonomie. Dans tous ces travaux que vous conduisez, comme vous êtes gérondif, si je puis dire, quelle vision transversale avez-vous avec les autres projets gérondifs? Est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble? Ah oui, absolument. Dès qu'on commence à réfléchir à la prévention de la perte d'autonomie, c'est véritablement le cœur en tout cas du pôle formation-prévention. Et on arrive très facilement à trouver des liens entre projets. Je pense notamment à l'expérimentation d'ICOP que Gérondif mène sur les départements de 92 et 93. Et puis, je pense aussi toujours à travers l'Union des gérontopoles de France, un projet de formation des évaluateurs des besoins des personnes qui vivent à domicile. Ça, c'est un travail que l'on fait avec la CNAV, et notamment une formation donc, sur les besoins comme de formation socle pour les nouveaux évaluateurs. Et là, une des missions des évaluateurs, c'est pas seulement d'évaluer les besoins de ces personnes, mais c'est aussi d'avoir un rôle dans la prévention de la perte d'autonomie, et on retrouve des éléments qui sont tout à fait cohérents. Merci. Benjamin Leroux, quelles sont les prochaines étapes de développement du centre de ressources et de preuves de la CNSA?
Les prochaines étapes, c'est il faut qu'on continue à répondre aux besoins qui émergent ou qui nous sont remontés par nos principaux utilisateurs. Donc, on a aujourd'hui développé beaucoup de projets, mais il faut qu'ils atterrissent. On disait les journées de prévention, les journées thématiques, pardon, ça vient de démarrer. En fait, tous les projets, finalement, viennent de démarrer. Et il faut qu'on enrichisse cette offre de service. Et puis, deuxième gros jalon pour nous, c'est finalement de nous appliquer ce que l'on prône, c'est-à-dire quelle efficacité du centre de ressources et de preuves, et donc évaluer notre propre impact. Qu'est-ce qu'on change dans les pratiques de nos utilisateurs? Et ça, on a la chance d'avoir croisé la route de la DITP, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet et qui nous ont mis en lien avec un cabinet qui s'appelle le BIT, qui a été fondé par un des cofondateurs des What Work Center. Et on va lancer cette évaluation d'impact du centre de ressources et de preuves lors du prochain comité d'orientation du centre auquel on a le bonheur que vous participiez. Alors, une question me vient à l'esprit. La méthode est rigoureuse. Les objectifs sont clairement définis. On s'intéresse aux professionnels pour leur apporter sur un plateau la démonstration d'une démarche scientifique de preuve. Et l'usager, au milieu de tout ça, ma question, vous me voyez venir, entre quelque chose qui est parfaitement ficelé, sur lequel il n'y a rien à dire, comment allez-vous faire pour que les utilisateurs s'imprègnent du projet, participent au projet et viennent casser les statistiques actuelles et qui montrent que sur 100 personnes qui reçoivent une offre de prévention, au mieux 8% répondent positivement. Est-ce que c'est prévu dans le programme de développement du centre de ressources et de preuves? Est-ce que c'est prévu au niveau du Gérondif pour démultiplier ces initiatives? Alors au niveau du centre de ressources et de preuves, nous on va assez peu, je pense, aller questionner le bénéficiaire final de l'action. On va postuler que plus de données probantes seront utilisées ou de pratiques validées seront utilisées par ceux qui réalisent les actions ou par ceux qui financent, on va postuler que ça a un impact positif sur les comportements des utilisateurs, cette fameuse adoption durable de comportements favorables à la santé. Néanmoins, ce sujet d'utilisation de la preuve ou de la donnée probante par nos utilisateurs qui sont des professionnels, elle est pour nous fondamentale, puisque il faut que ces preuves-là puissent répondre à des problématiques professionnelles. Si c'est des contraintes supplémentaires, ça ne sera jamais utilisé. Donc il faut que les outils que nous on mette à disposition viennent résoudre les problèmes de nos utilisateurs. Et ça, c'est un enjeu fondamental qu'on a parfaitement identifié et sur lequel on a fortement investi, puisque dans la petite équipe que nous sommes, je vous disais 4 personnes, il y a une personne sur ces 4 qui est designeuse et qui est spécialiste de l'expérience utilisateur et qui vraiment fait de cette utilisabilité de nos solutions un mantra pour que tout ne reste pas sur les étagères. Merci. Nous proposerons pour l'année prochaine au Gérondif que l'on donne une suite à notre discussion, c'est-à-dire une fois que le centre de ressources de preuves aura publié et implémenté sur les territoires la dynamique qui est la sienne, comment faire pour que l'usager s'empare de toute cette problématique. Avant d'ouvrir la discussion, une idée force. Chacun, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en exergue par rapport à votre travail, l'un et l'autre ? Je dirais qu'auprès des publics, lors des journées thématiques, planter une petite graine qui fasse son chemin auprès des porteurs de projets et auprès des membres des conférences des financeurs pour qu'ils s'emparent de cette question de l'efficacité. Merci. Benjamin. Je serais revenu sur l'efficacité, mais je vais choisir autre chose. Je dirais cette importance de
de l'équilibre entre ce qui est robuste, ce qui est vrai, mais ce qui est utilisable. Et c'est, je crois que c'est pour Paul Valéry qui disait que tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est inutilisable. Et nous, on est à la croisée de ça. Un directeur scientifique de l'HAS a dû écrire faire des recommandations, c'est bien, les utiliser, c'est mieux. On est vraiment dans ce cas de figure. Absolument. Nous ouvrons la discussion. Nous avons encore quelques minutes. Qui souhaite prendre la parole? Madame, à ma gauche. Bonjour, Patricia Wellington, agence Autonomie. Nous avons mis à disposition des prestataires de prévention financés par les conférences des financeurs Yvelines Hauts-de-Seine un outil justement pour mesurer l'impact des ateliers de prévention. Nous n'avons eu aucune difficulté à réunir les professionnels et à définir des critères communs d'évaluation de leurs ateliers par thématique. Par contre, nous avons un peu plus de difficultés à les embarquer dans l'utilisation quotidienne de l'outil et dans l'utilisation par le bénéficiaire final. Voilà, c'était juste un constat. Nous, on a à peu près la même difficulté puisqu'on s'est aussi beaucoup intéressé, enfin ça fait partie des premiers sujets sur lesquels on a travaillé, en tout cas c'est des premiers besoins qui ont été remontés lors de la phase de préfiguration. Un des sujets centraux, c'était l'évaluation, avec bien sûr le besoin d'évaluer, mais la complexité de le faire, avec toutes les spécificités du champ, c'est-à-dire beaucoup de petites actions pour un faible nombre de personnes, 10-15 personnes. Donc, comment est-ce qu'on résout le problème de la représentativité statistique de ces 10-15 personnes? Comment est-ce que va mesurer l'impact sur des comportements auprès de ces 10-15 personnes? Donc, on a travaillé avec 12 départements à la définition de critères d'impact communs à l'ensemble des actions de prévention. Donc ça, on l'a fait avec les référents des conférences des financeurs. On l'a fait aussi avec des porteurs de projets. Ça a été un peu compliqué, mais on s'en est sorti. Là où on est en grande difficulté, c'est l'outil. Puisqu'il y a des pratiques très différentes. Il y en a qui veulent des outils, des masques de saisie qui nous permettraient de remonter des données au niveau national, et d'autres n'utilisent rien d'autre que Word. Donc se pose la question, voilà, comme vous, de la vraie vie. Sur le papier, tout ça c'est très chouette, mais comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne dans la vraie vie? Et c'est ce sujet de l'ergonomie sur lequel on bute sur pas mal de nos sujets. Donc si vous avez des pistes de réflexion, ou si vous avez des apprentissages à partager, on sera ravis d'en discuter avec vous. D'autres questions dans la salle? Je voudrais ajouter un commentaire. Votre mission est particulièrement complexe, difficile et délicate, parce que si on part des besoins des personnes dans une démarche de prévention, on est multifactoriel. On touche le médical, le psychologique, le social, l'environnemental, mais aussi l'écologie. On voit que maintenant, dans les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, les particules fines sont impliquées. Donc, il faut beaucoup embrasser. Est-ce qu'on arrive à bien étreindre? Alors, on a fait le choix dans le programme de travail. Donc, nous, on est contraints. Le périmètre du centre de ressources est contraint par la COGE, donc ce contrat qu'on a signé avec l'État. Déjà, nous, on ne s'intéresse pour le moment qu'aux actions collectives de prévention. Donc, tout ce qui est accompagnement individuel, etc., on ne travaille pas dessus. Et justement, pour restreindre d'une manière quand même solide le champ sur lequel on travaille, on a fait le choix de se fonder sur les 6 capacités intrinsèques ou fonctionnelles, voilà, de l'OMS, dans lequel ne figure pas encore l'environnement, mais c'est bien une question qu'on s'est posée et qui fera peut-être partie d'une actualisation de ce programme de travail-là. Qui est sûrement incontournable. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure cette table ronde, remercier les intervenants et d'appeler la table ronde suivante.
mieux considérer la prise en charge de la santé bucco-dentaire des résidents en EHPAD. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous allons parler de santé bucco-dentaire et de soins oraux, puisque si se brosser les dents, aller régulièrement chez le dentiste ou prendre soin éventuellement, quand c'est le cas, de sa prothèse amovible, en général ne pose pas de questions sur ses habitudes pour le tout un chacun, on peut se demander ce qui se passe en EHPAD et pour les résidents qui vivent dans ces établissements, comment cela se passe-t-il. Et pour cela, pour le comprendre, donc Gérondif a réalisé une étude sociologique dans plusieurs EHPAD à la demande de l'ARS Île-de-France. Alors, je vais présenter donc les trois intervenants. On a le docteur Martine Lennox-Soudani, qui est conseiller médical gériatre à la direction de l'autonomie de l'ARS Île-de-France. On a ensuite le docteur Florian Laurent, directeur de projet régional en charge de la santé bucco-dentaire à l'ARS Île-de-France. Et enfin, on a Solal Alam, qui est donc chargé de mission en recherche qualitative à Gérondif. Alors peut-être pour démarrer donc cette discussion et cet échange, je vais me tourner vers les représentants de l'ARS et peut-être donc le docteur Soudani pour comprendre dans quel contexte finalement l'ARS Île-de-France est venue à travailler sur cette thématique. Quelle est la genèse de cette étude? Alors, je dirais que la genèse, elle a été multiple. En fait, on faisait tous les mêmes constatations, surtout moi en tant que soignante ou d'autres soignants qui travaillent avec moi. Pendant mon activité professionnelle, moi personnellement, j'ai vu des bouches dans tous les états, des chicots, des prothèses inadaptées, et puis vraiment une hygiène bucco-dentaire parfois déplorable. Et c'est devenu très vite une priorité. Cette priorité, on l'a partagée aussi, on l'a partagée avec les acteurs de terrain. Particulièrement, moi, j'anime régulièrement un petit groupe de réflexion avec des médecins des EHPAD et je leur avais demandé quelles étaient vos priorités. Et tout de suite, ils m'ont cité les soins bucco-dentaires, hein, et en particulier avec les liens qu'on peut rencontrer sur le terrain avec les prescriptions multiples d'antibiotiques, l'antibiorésistance, la dénutrition, les pathologies cardiovasculaires, donc c'est très multiple. Et puis, l'autre point, parce que je m'étais fait 3 points, un défaut de formation, parce que c'est vrai que quand on travaille sur le terrain, on voit de tout. On voit des protocoles avec de l'ananas, avec du Coca-Cola. Je suis un peu à l'extrême, mais ça existe hein, sur le terrain. Et puis aussi des constatations. Moi, j'avais aussi travaillé longuement avec la CPM, et c'est bien dommage que ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas où est la CPM, mais il y avait des dentistes qui venaient dans les établissements, des chirurgiens dentistes dans les établissements, et qui vraiment formaient les professionnels aux soins bucco-dentaires avec une formation théorique et puis leur apprenant les gestes, et qui rencontraient également les directeurs pour avoir une approche globale au niveau des établissements. Et c'est vrai qu'avec tous ces points, on s'est dit qu'il fallait y aller, et puis Florian est arrivé et donc il nous a pris les choses en main. Voilà. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est remonté par les acteurs depuis de nombreuses années. Et nous avons réalisé une étude à l'ARS Île-de-France sur la consommation de soins dentaires dans les EHPAD. Alors ce sont des chiffres qu'il faut entendre, mais évidemment on ne peut pas s'en satisfaire, bien entendu. 2022, dans les EHPAD d'Île-de-France, la consommation de soins dentaires moyenne, c'est 1 € par résident et par mois. Voilà, tout est dit. Moins de 4% des résidents qui bénéficient d'une consultation dentaire, moins de 7% des résidents qui bénéficient de soins dentaires en 2022. Donc ça nous a amené une réflexion globale sur la prévention, les protocoles, la formation et l'accès aux soins. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ARS a mobilisé le Gérondif et finance le Gérondif pour ce travail. Donc on a démarré un travail sur les protocoles
et sur l'accueil des résidents. Et très vite, on s'est aperçu qu'on avait besoin d'aller questionner les pratiques des professionnels, parce que finalement, la santé bucco-dentaire, les protocoles, ça existe depuis 15 ans, 20 ans. Il y en a dans les EHPAD, mais on voit bien qu'ils ne sont pas appliqués. Donc on avait besoin de comprendre pourquoi ce n'était pas appliqué, pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à améliorer la santé bucco-dentaire des résidents dans les EHPAD. Et donc c'était ça un petit peu la genèse de cette étude. Merci beaucoup. Donc une réflexion globale, effectivement, pour comprendre comment lever finalement les freins à cette santé bucco-dentaire. Est-ce que Solal, tu peux nous parler maintenant de la méthode qui a été mise en place dans cette enquête sociologique? Bonjour à tous. Oui, donc pour comprendre pourquoi, on est allé dans 5 EHPAD d'Île-de-France qu'on n'a pas choisi au hasard. On est allé dans des EHPAD qui étaient chacun situés dans un département différent d'Île-de-France, qui avaient un médecin coordonnateur ou non, à équivalent temps plein variable. On a fait aussi varier leur score de GIR moyen pondéré et de pathos moyen pondéré, s'ils avaient une unité de vie protégée ou non, ou un pôle d'activité de soins adapté ou non. On a aussi fait varier le nombre de lits, voilà, pour avoir des EHPAD de plus ou moins grande taille. Et donc, dans ces EHPAD, on a recueilli des données qualitatives. Donc, en suivant les soignantes dans leur tournée de soins, on a pu observer 55 toilettes bucco-dentaires. On a aussi fait 3 entretiens collectifs avec des équipes opérationnelles et des équipes aussi de direction. Et enfin, on a fait 10 entretiens individuels avec des résidents d'EHPAD, 2 entretiens individuels avec des aidantes et 2 entretiens individuels avec des chirurgiens dentistes. Merci. Donc, une belle enquête de terrain, effectivement, dans 5 EHPAD. Alors, quels sont les principaux résultats, finalement, qui se dégagent de cette étude? Alors, on a beaucoup de résultats différents. Ce que je vous propose, c'est d'abord vous en lister quelques-uns et ensuite de rentrer un peu plus précisément dans 2 d'entre eux. Alors, le premier, c'est comme ce que Madame Vito a dit tout à l'heure, c'est qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas forcément le temps pour tout faire et en fait, de ce manque de temps qui est lié au cadre d'emploi dans lequel elles évoluent, c'est-à-dire les EHPAD, on le sait, font face à souvent une pénurie de main-d'œuvre, corrélée au fait que les résidents arrivent de plus en plus dans des situations de dépendance. Elles ont de moins en moins de temps et naît de cela souvent un arbitrage conscient ou inconscient de qu'est-ce qu'on va faire en priorité. Et dans ce cadre-là, très souvent, la toilette bucco-dentaire est secondarisée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite, mais simplement, elle est très souvent faite à la fin et pas forcément de façon très approfondie. Aussi, ça, à la limite, c'est un résultat qui est assez inhérent aux enquêtes qui concernent les professions médicales. Donc, on s'est quand même demandé qu'est-ce qu'il y avait d'autre que ce résultat basique, entre guillemets. Donc, pour vous en citer quelques-uns, l'investissement des aidants, forcément, qu'il soit matériel ou émotionnel, impacte l'hygiène bucco-dentaire des résidents. L'accès inégalement distribué aussi aux soins bucco-dentaires prodigués par les chirurgiens dentistes, donc pour des raisons socio-économiques ou aussi territoriales, puisqu'il y a des EHPAD qui sont isolés, forcément. Aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des profils, c'est aussi Madame Vito qui en parlait tout à l'heure, des profils très hétérogènes de résidents qui, du coup, supposent des prises en charge diverses. Et aussi, bien entendu, ça c'était vraiment presque un cri du cœur des soignantes, que voilà, il manque dans la formation initiale et dans la formation continue des outils pour elles, pour mieux prendre en charge la santé bucco-dentaire. Maintenant, 2 résultats que j'ai envie de vous présenter un peu plus précisément. Le premier, c'est celui de leur représentation sociale et le second, c'est celui des incertitudes qu'elles ont dans leur pratique. Donc d'abord, leur représentation sociale, on leur a vraiment demandé qu'est-ce que ça vous évoque, la toilette bucco-dentaire. Et la première chose qu'elles nous ont dite, c'est qu'elles en avaient parfois peur, que ça pouvait être une crainte. Et ça s'explique par le fait que c'est une action, quand c'est la soignante qui commence à brosser les dents du résident, c'est une action qui peut blesser, c'est une action, une pratique qui peut créer une fausse route. Donc forcément, elles l'ont en tête, corrélé aussi à 2 autres facteurs. Déjà, la politique nationale de promouvoir l'autonomie de la personne avant tout. Donc, c'est-à-dire, on a rencontré beaucoup de soignants qui nous ont dit, voilà, moi, je préfère que la personne fasse moins bien, mais qu'elle le fasse seule, plutôt que moi, je le fasse et que ce soit mieux. Donc ça, forcément, ça impacte l'hygiène, mais il y a plus d'autonomie, donc c'est un arbitrage conscient, mais c'est un choix. Et aussi, bien sûr, la question du consentement.
chacune, bien sûr, nous ont répété qu'on n'allait jamais au-delà du consentement du résident. Mais ça, vu qu'elles l'ont en tête, eh bien, parfois elles l'anticipent et elles ne vont pas tester la limite du résident. C'est normal, me direz-vous. Mais du coup, la prise en charge n'est pas forcément optimale, quand en tout cas elles l'ont en tête. La deuxième représentation sociale qu'elles avaient, et celle-ci on l'avait moins en tête, mais c'est le docteur Laurent qui nous avait mis sur la piste, c'est celle du dégoût. En fait, c'est tout ce qui est des rejets buccaux. Donc on a un champ lexical, voilà, après manger, c'est peut-être pas terrible, mais tout ce qui est les glaires, le vomi, la salive, etc., ben, c'est quelque chose qui peut dégoûter les soignantes et ça peut affecter leur pratique. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les soignantes. Beaucoup nous ont dit non, moi, ça ne me dérange pas, c'est le boulot. Donc, je le fais quand même. Mais certaines nous ont fait part de à quel point ça pouvait altérer leur pratique, à quel point ça pouvait ressurgir en réaction somatique de je ne peux pas contrôler mon dégoût là, à ce moment-là, et du coup, je détourne les yeux, ou je ferme les yeux, ou carrément, je ne le fais pas. Et ça peut ça peut déboucher sur de la délégation du travail, par exemple, ou le fait d'abréger un petit peu la pratique. Donc ça, encore une fois, le dégoût, c'est quelque chose qui peut jouer sur la prise en charge de la santé bucco-dentaire. Et nous, on a voulu comparer, on leur a dit, mais est-ce que, par exemple, la toilette corporelle, la toilette intime, ça vous fait la même chose? Parce que pour tout profane, on pourrait mettre ça à peu près sur la même échelle. Eh bien, pas du tout. En fait, pour elles l'ont tellement fait que ça en a presque annihilé leur dégoût. Alors bien sûr, le seuil du dégoût, à un moment donné, on ne peut pas non plus le mettre à zéro, donc forcément, chacun a son seuil de dégoût et parfois il peut ressurgir à n'importe quel moment, on n'en sait rien. Mais preuve étant que la santé bucco-dentaire, sur ce point-là, le dégoût qui est relié à la santé bucco-dentaire peut être amélioré, notamment en annihilant le dégoût. Et enfin, je parlerai de ces incertitudes qu'elles peuvent avoir envers les pratiques, et c'est lié notamment à leur manque d'outils dans les formations, dans les protocoles, etc. C'est-à-dire que donc, pendant toutes ces toilettes qu'on a observées, on a été témoin, dans la majorité des cas, d'une toilette classique, brosse à dents, dentifrice, voilà, le résident qui émet son consentement oral ou physique, etc. Mais dans quelques cas, on a vu des variations, notamment par exemple au niveau matériel, qui étaient explicables, notamment quand les résidents répondaient à des critères qui les plaçaient dans le soin de confort. Et donc là, à ce moment-là, il y a une transition du matériel. On utilise par exemple des bâtonnets, des gants, des bains de bouche, etc. Donc ça, c'est normal. Simplement, on a observé un glissement de certaines pratiques, c'est-à-dire que certaines soignantes, parce qu'elles ne savaient pas forcément où placer le résident, pouvaient utiliser ce matériel qui est destiné à des résidents plus en fin de vie, à des résidents plus normaux, si je puis me permettre. Et ça, quand on leur posait la question de pourquoi vous le faites, elles ne savaient pas forcément l'expliquer. Pareil, si je peux prendre un autre exemple, celui du brossage de la langue, qui a été une vraie question, c'est-à-dire que toutes nous ont dit ah bah, il faut la brosser, voilà, il faut le faire, mais très peu l'ont fait. Donc ça nous posait quand même question de ah bah, vous êtes sûr que vous devez le faire, mais vous ne le faites pas. Donc ça, c'était aussi une question auquel elle n'avait pas forcément de réponse, ou en tout cas, elle croyait avoir des réponses, mais elle ne l'appliquait pas forcément sur le terrain. Et après, je terminerai. Mais voilà, on a aussi observé des durées de toilettes vraiment très diverses, allant de 10 secondes de brossage, voilà, merci, au revoir, à 3 minutes, comme des postures différentes aussi, la plupart étant de côté, mais une notamment nous a dit « Ah bah venez, je vais vous montrer moi ma technique ». C'est aussi pour ça qu'on parle d'incertitude et d'hétérogénéité des pratiques. C'est très souvent, elles n'improvisent pas, mais elles mettent en pratique des techniques qui leur sont propres, qui marchent sur le terrain, mais qui ne sont pas dans les protocoles, qu'elles ont adaptés parce que chaque résident est différent, bien entendu. Et donc voilà, je vous ai présenté quelques résultats, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais voilà. Merci beaucoup Solène, effectivement des résultats passionnants, notamment sur le dégoût. Est-ce que du côté du docteur Laurent, docteur Soudani, pardon, qu'est-ce qu'on peut envisager au niveau des préconisations? C'est vrai que alors le rapport est en cours de relecture, pour être honnête, et du coup, le Gérondif a élaboré, a préconisé quelques pistes, mais qu'est-ce que vous allez retenir éventuellement, et quelle est la suite finalement de votre travail du côté de la RS Île-de-France?
On voit tout de suite qu'il y a un besoin d'harmonisation. Et pour faire face à l'incertitude, il y a besoin d'harmoniser les pratiques. Et c'est le travail qui est en cours au Gérondif. Ça prend un petit peu de temps, mais justement parce que c'est un travail de co-construction et collaboratif qui met en association l'ensemble des acteurs du secteur. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est en train d'aboutir. On voit qu'il y a quand même cette question de formation initiale et d'habituation à ce type de pratique. Je pense qu'on n'y arrivera pas tant que dans le décret de formation des aides-soignantes, il n'y aura pas écrit hygiène bucco-dentaire. On n'y arrivera pas. Il y a marqué hygiène corporelle aujourd'hui, donc ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a une vraie question sur la forme. Donc ça, c'est de la formation initiale avec de l'habituation, de la formation continue. Et on a ce vrai enjeu, et c'est la troisième partie du volet de travail avec le Gérondif, c'est comment est-ce qu'on forme les professionnels dans les EHPAD. Aujourd'hui, on forme les professionnels de toutes catégories confondues de la même façon, en refaisant l'anatomie, la physiologie, la pathologie. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin, pour que les aides-soignantes soient opérationnelles, de passer par toutes ces étapes? On voit qu'il y a des expériences dans d'autres régions où on fait des formations flash, d'1 heure, 15 minutes de théorie, 45 minutes de pratique, et on va montrer comment ça se passe. Je pense qu'on va sûrement aller vers ce genre de choses. Et puis la dernière chose, c'est quelque chose qu'on a essayé d'explorer aussi au travers de l'enquête, qui n'est pas forcément ressorti, mais la question c'était de savoir finalement, est-ce que pour faire rentrer la santé bucco-dentaire dans les EHPAD, il ne fallait pas déjà faire rentrer la santé bucco-dentaire chez les professionnels qui exercent en EHPAD? Aujourd'hui, comment demander à une aide-soignante de brosser les dents des résidents si elle-même est en difficulté sur sa santé bucco-dentaire et si elle-même ne se brosse pas correctement les dents? Donc il y a peut-être un vrai sujet de faire rentrer la santé bucco-dentaire en faisant rentrer par la santé bucco-dentaire des professionnels eux-mêmes. Je pense aussi la santé bucco-dentaire, on devrait en parler très tôt. On ne va pas attendre que la personne arrive en EHPAD, parce que souvent il y a des refus, on le voit bien dans votre rapport, que les personnes ne veulent pas parce que c'est une zone intime, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur brosse les dents, etc. Ils ont des troubles du comportement. Et il y a peut-être aussi, alors je ne sais pas si c'est la conférence des financeurs, mais il y a quand même un travail à faire en amont pour bien se brosser les dents. Et moi je vois, quand j'avais travaillé il y a des années sur cette thématique avec les médecins co ne savaient pas comment faire l'hygiène bucco-dentaire, donc c'est quand même des moteurs. Et même, je voyais, moi, lors des réunions, ils étaient un peu interpellés parce qu'on leur disait dans les bonnes pratiques. Donc je pense que le bucco-dentaire, il y a un vaste chantier. Se laver, se brosser la langue, par exemple, combien se brosse la langue. Et il faut peut-être travailler aussi bien en amont pour pouvoir bien prendre soin de la sphère bucco-dentaire des résidents. Et puis, ce n'est pas mentionné dans les dossiers informatisés. Il n'y a pas de place dans les dossiers informatisés. Moi, c'est assez étonnant quand même. Et puis, c'est toujours, et vous le redites dans votre rapport, c'est ce qui est fait en dernier, pendant la toilette. Alors, quand on n'a pas le temps, on passe. Merci. Donc, plusieurs pistes, effectivement, qui alors, on a quand même des ressources. J'ai oublié de dire, on a nos IMH, n'est-ce pas, alors et avec le CEPIAS. Et le CEPIAS est très, très intéressé par les soins bucco-dentaires et sont prêts à relayer cette formation, rappeler cette formation dans les EHPAD, parce que l'hygiène bucco-dentaire, c'est l'hygiène tout court, quoi, donc, c'est vraiment une porte d'entrée d'infection et le CEPIAS souhaite aussi s'investir là-dedans. Et au niveau du CEPIAS, on a une IMH pour tous les EHPAD à peu près. Donc, elles vont dans les EHPAD, ils ont des conventions. Il y en a une dans la salle au moins. Et c'est des relais qu'on peut avoir. Et il faut des procédures simples. Et puis, alors, générales, mais aussi qui permet d'individualiser les soins. Et c'est ce que vous avez fait aussi. Parfait, merci beaucoup. Peut-être juste un dernier petit, à titre d'information, puisque vous êtes les premiers concernés. Il y a une évolution de la Convention des chirurgiens dentistes au mois de juillet dernier qui a acté deux nouveaux actes, et notamment qui seront applicables à partir du 1er janvier 2025. C'est la possibilité pour un chirurgien dentiste de venir réaliser au sein des EHPAD un bilan dentaire spécifique, donc c'est un bilan d'entrée, donc qui va être mieux valorisé qu'une consultation. Et puis il y a un forfait d'aller vers maintenant pour les chirurgiens dentistes
à partir de trois actions d'aller vers en dehors de leur mur de cabinet ou des centres de santé, il y a un forfait qui est délivré par l'assurance maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mesures financières incitatives pour que les chirurgiens dentistes sortent de leur cabinet et aillent dans les EHPAD. Maintenant, alors nous, on fait un travail au niveau de l'ARS. Là, après, il y a un travail de dentelle et qui relève peut-être sûrement des EHPAD eux-mêmes et des chirurgiens dentistes eux-mêmes. C'est comment je fais pour aller chercher le chirurgien dentiste de proximité qui est à côté de chez moi, un centre de santé ou un cabinet de ville, et de faire en sorte de mettre en place un partenariat. Souvent, les uns et les autres ne se connaissent pas, ne se parlent pas, et on part d'un a priori que les chirurgiens dentistes sont débordés et ne sont pas intéressés par ce sujet. Un chirurgien dentiste, c'est un homme, c'est une femme, il a des parents, des grands-parents, il est parfois concerné personnellement par ce type de sujet, et je pense qu'il faut aussi que les directions d'EHPAD aillent vers les chirurgiens dentistes et fassent parfois le premier pas. Merci beaucoup. Donc, on voit plusieurs pistes, des formations, des protocoles, des incitations financières également à destination notamment des chirurgiens dentistes. Alors, comme il nous reste 2 minutes à peu près avant la pause de l'après-midi, je vous propose d'ouvrir la discussion avec la salle, si vous avez des questions éventuellement. Oui, bonjour, Véronique Lipinski. J'ai beaucoup aimé votre intervention sur l'hygiène bucco-dentaire et ayant fait des recherches dessus pour ce qui concerne les résidents d'EHPAD, je voulais souligner que c'est aussi un facteur important pour les troubles de la déglutition par rapport à la mastication, etc. Les troubles de la déglutition et la dénutrition également. La dénutrition pouvant engendrer donc des escarres et c'est bien dommage. Et également, en ce qui concerne Pathos, normalement, dans le New Pathos, c'est quelque chose qui est demandé, qu'il y ait des lignes spécifiques sur l'hygiène bucco-dentaire pour que ça puisse être tracé. Et voilà. Voilà, alors il y a des personnes de la CNSA, mais je ne pense pas que c'est des experts Pathos. Mais je pense que, pour l'instant, il faut un peu oublier le bucco-dentaire dans Pathos. Ça sera... Moi, je serai depuis de nombreuses années à la retraite si un jour ça vient. Il faudrait, oui. Merci, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, juste une remarque en tant qu'infirmière mobile d'hygiène pour les EHPAD. 2 choses. Dans le DAMRI, dans le document d'analyse du risque infectieux, on parle uniquement de la prise en charge des prothèses dentaires, on ne parle pas du reste. Si vous voulez, le plan de prévention. Et dans la formation des infirmières mobiles d'hygiène, je ne sais pas, moi, quand j'ai fait le DU d'hygiène, on faisait la stérilisation, on faisait plein de choses, mais on ne faisait pas l'hygiène bucco-dentaire. Et bon, comme je suis une ancienne, on ne le faisait pas non plus forcément à l'école d'infirmière. Voilà. Donc, dans le DU d'hygiène, je ne sais pas si c'est introduit dans la formation des IMH pour accompagner les EHPAD. En fait, c'est l'objectif, hein, c'est aussi de pouvoir définir des protocoles régionaux et qui ensuite vont diffuser dans les formations initiales. On a un vrai sujet d'harmonisation des pratiques parce que même déjà quand on se réunissait entre professionnels, on a eu du mal à se dire mais c'est quoi la bonne pratique? Donc maintenant que c'est fait, on l'harmonise et on va le diffuser d'abord dans les EHPAD auprès des résidents et puis bien sûr auprès des IFAS, des IFSI et puis des IMH puisqu'on va compter aussi sur les IMH pour diffuser cette bonne parole et potentiellement être des relais de formation. Et puis on a oublié de dire aussi que dans les travaux du Gérondif, ça a été aussi d'identifier une grille d'évaluation des besoins en soins bucco-dentaires, et avec une participation à la fois de l'AS, de l'infirmière et du médecin, une graduation au niveau de l'évaluation. Et ça aussi, c'est important parce que très souvent, moi, je l'ai vécu, envoyer des personnes aux chirurgiens dentistes avec toute la complexité que ça c'est, et puis en fin de compte, qu'aucun geste n'était fait. Donc, c'est aussi important de pouvoir bien évaluer et que ce soit les bonnes personnes qui soient adressées aux chirurgiens dentistes. Oui, ça a été une démarche très participative, finalement. Merci beaucoup. Je vous propose... une dernière, alors une toute dernière. Excusez-moi. Je suis Dr Caroline Lagneau, je suis médecin coordonnateur en EHPAD, entre autres. Et on a la chance dans la filière où je suis d'avoir une caméra bucco-dentaire qu'on se prête entre EHPAD. Et je voulais savoir s'il y avait une vision d'élargir ce système qui est quand même extrêmement pratique et qui évite des déplacements
qui sont peut-être qui sont pas faciles. Et j'avais une deuxième question, quid des nouvelles techniques qui existent et qui sortent sur le brossage des dents avec des appareillages différents d'une brosse à dents standard? Alors pour votre première, déjà merci pour votre question. Pour la téléexpertise bucco-dentaire, elle a également été reconnue dans la dernière convention. Donc à partir de février 2025, un chirurgien dentiste qui serait requis va pouvoir facturer une téléexpertise à 20 € pour une téléexpertise en EHPAD. La difficulté de la téléexpertise, c'est pas tant de la réaliser, encore que. Il faut avoir une caméra qui fonctionne, il faut que les personnels aient été formés et on connaît le turnover qu'il y a chez les infirmières parce que seule l'infirmière normalement est autorisée à passer la caméra. Ça c'est un détail réglementaire, mais du coup il y a le problème de formation. Mais au final c'est pas tant le problème du dépistage, c'est faire du dépistage ou de la téléexpertise, oui, mais quel parcours de soins derrière? Dépister pour dire il y a des besoins de soins, on sait qu'il y a des besoins de soins. Il y a 2/3 des résidents en EHPAD qui ont besoin de soins dentaires, il n'y a pas de secret. Mais c'est plutôt comment est-ce qu'on fait derrière pour organiser la prise en charge de ces résidents. Et donc finalement, le moyen de faire le dépistage, c'est est-ce que c'est le chirurgien dentiste qui se déplace pour faire du dépistage? Est-ce que c'est de la téléexpertise? Est-ce que c'est un mix des deux? Tout est envisageable. Mais d'abord, en fait, il faut construire le parcours de prise en charge. Parce que finalement, on arrive à de la frustration parce que on dépiste des résidents avec de la téléexpertise. Vous avez un dentiste au bout de la caméra qui lit la vidéo, mais qui finalement ne va pas vous prendre le patient pour faire le soin. Voilà, donc ça c'est un petit peu la difficulté. Donc d'abord parcours de prise en charge, et c'est l'objectif de 2025, c'est vraiment de créer des parcours, des filières de prise en charge, notamment à l'échelle des filières gériatriques et aussi de proximité. Et puis votre deuxième question sur les outils innovants, alors il y en a un certain nombre. C'est souvent, il y a beaucoup de gadgets. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui remplace le brossage des dents avec une brosse à dents et du dentifrice. Et que, jusqu'à preuve du contraire, si on a un résident qui est motivé et des professionnels de santé qui sont motivés, ça fonctionne. Merci beaucoup et merci à vous trois. Merci beaucoup. C'est la pause.